Mesdames et messieurs, bon après-midi, bienvenue à vous toutes et tous ici au nom de la Semaine des droits humains, dont c'est désormais la 5e journée. J'ai le plaisir de vous accueillir à cette table ronde. En moi, les accords joués et les textes lus tout à l'heure sous la fresque Jérusalem résonnent encore fortement. J'espère que c'est également le cas pour vous. Je souhaiterais que l'écho de ces mots se prolonge, de ces mots qui résistent, ces mots de résistance à l'usure des conflits, l'usure des guerres, des oppressions, des occupations, que ces mots donc résistent, et c'est à ce titre-là que j'ai vraiment beaucoup de plaisir de donner tout de suite la parole à Romaine Jean, qui va vous présenter les intervenantes de cette table ronde et qui tiendront évidemment le défi que je leur ai donné à l'instant. Merci beaucoup à vous. Merci. Allô. Bonsoir à tous et à toutes. La paix, socle de notre humanité. Ce débat pour inviter 2 militantes de la paix de longue date, même si elles sont jeunes. La LICRA Genève est particulièrement heureuse d'organiser ce débat qui correspond tout à fait à son credo, à ses actions, jeter des ponts, construire le dialogue, lutter contre tous les racismes et lutter précisément pour le dialogue. Anna Souline, vous êtes réalisatrice française, vous avez fondé et coprésidé aujourd'hui les Guerrières de la Paix, et vous allez nous raconter tout à l'heure ce chemin extraordinaire qui vous a amené aujourd'hui à être une guerrière de la paix. Et à côté de vous, Mera Rimer, qui est cofondatrice et directrice de Beit of Hope. Beit, c'est B8, parce que vous étiez 8 fondatrices, mais Beit, ça veut dire maison en arabe, et en hébreu aussi. Formidable. Et vous avez, vous aussi, un chemin extraordinaire qui vous a amené à être aujourd'hui une militante de la paix et du dialogue. Alors, j'aimerais peut-être commencer par vous donner la parole à l'une et à l'autre pour raconter ce chemin. Prenez votre micro, Anna, qui vous a amené aujourd'hui à être une guerrière de la paix et être connue pour ça, et être l'auteur de 2 films, dont un, on va en parler tout à l'heure, a été vu cette semaine à Genève, a ému énormément le public. Il y avait là des politiques, il y avait là une ancienne présidente de la Confédération, Ruth Dreyfus, je ne trahis aucun secret, et je crois que les gens étaient en larmes parce que c'est très très émouvant. Mais vous allez nous raconter tout à l'heure, mais tout d'abord votre parcours qui vous a amené aujourd'hui à être une militante. Merci beaucoup. Merci d'abord d'organiser cette conférence, enfin ce thème, de choisir ce thème pour ce débat aujourd'hui. On en a besoin, donc merci. Et puis c'est courageux. Merci aussi pour cette belle introduction. Alors quelques mots, parce que je ne vais pas vous raconter toute ma vie, on n'a pas le temps, mais parce qu'en fait finalement ce qui m'a amenée à être militante de la paix, je crois que ce serait très très long. C'est d'abord évidemment mon histoire personnelle, mon identité, le lien que j'ai avec cette région, et affectif et familial et militant. Donc, vous ça êtes fait... d'origine juive séfarade, d'origine marocaine. Oui, tout à fait. Et je me revendique comme juive arabe. Voilà. Voilà, comme une grande partie de ma génération d'ailleurs. On est très nombreux à avoir voulu. Alors, ça peut faire bondir les historiens, ethnologues, parce que effectivement, juive. Enfin, moi, si je devais être précise d'ailleurs, je suis une juive berbère. Mais il y a cette volonté, notamment dans ma génération, de se réapproprier ce concept de judéo-arabe comme une revendication politique réconciliatrice, pour faire de nos identités des ponts de réconciliation. Et on a grandi avec cette idée que juif et arabe étaient un antagonisme, et donc on a décidé aussi de revendiquer notre identité juive arabe comme aussi une possibilité de créer des passerelles. Et donc, moi, voilà, j'ai grandi à Paris, dans le 20e. Je n'ai absolument pas évolué dans un milieu communautaire. J'ai grandi dans un milieu très militant, de gauche, antiraciste.
La question de la réconciliation, particulièrement entre juifs et musulmans, a toujours été au cœur de mes engagements. Je fais partie d'une génération pour laquelle la question du conflit israélo-palestinien a joué une place énorme dans nos vies, dans notre construction, dans nos rapports au monde. Ça a aussi été un des motifs de beaucoup de polarisation, de division, parfois même que ce soit même dans nos vies intimes, dans nos amitiés, etc. Et donc, très vite, j'ai commencé à faire des films, j'ai une formation de journaliste, et cette question, j'ai eu envie de la mettre en lumière, et à travers mon travail de documentariste, et à travers cet engagement qui a pris une forme plus militante avec les guerrières de la paix. Rapidement, je fais un bond. Donc, il y a eu ce premier film sur les femmes israéliennes et palestiniennes. Donc, les guerrières de la paix qu'on a pu voir sur Public Sénat dans beaucoup d'endroits. Ça, c'était 2010. C'est 2017-2018. Et là, on va faire un bond au 4 octobre. Oui. Au 4 octobre 2023. C'est donc 3 jours avant ce fameux 7 octobre. Voilà, donc on crée les guerrières de la paix et parmi les différentes actions qu'on mène avec les guerrières de la paix, on crée il y a 2 ans et demi le Forum mondial des femmes pour la paix. Et on décide de rassembler à Essaouira au Maroc des femmes du monde entier, dont des Iraniennes, des Ukrainiennes, des Ouïghours, des Libériennes, des Israéliennes et des Palestiniennes. À ce moment-là, les Israéliennes et les Palestiniennes nous interpellent et elles nous disent: en octobre, le 4 octobre précisément, nous allons organiser une énorme marche. Ce sera historique. On va rassembler des dizaines de milliers de femmes israéliennes et palestiniennes pour la paix, pour la justice et pour l'égalité. Et nous vous demandons, à vous, femmes du monde entier, de venir marcher à nos côtés et de venir affirmer cette solidarité internationale de femmes avec les femmes pacifistes israéliennes et palestiniennes. Et donc, on a tenu cette promesse et on est donc allé début octobre 2023. Là-bas, on a donc rassemblé, on était une délégation de 15 femmes de différents pays et on a sillonné la région pendant une semaine. On est allé dans les kibboutz du sud, frontaliers de Gaza. On est allé en Cisjordanie, à Rouara, dans un village qui, quelques semaines avant, avait été attaqué par des colons. On a vraiment sillonné la région, de Jérusalem à Ramallah, en passant par Tel Aviv, Haïfa, etc. Et on a donc rencontré cette femme merveilleuse, Viviane Silver, qui a été assassinée le 7 octobre. On a rencontré Ali Abou Awad, tous ces militants merveilleux. Et donc, on a fait cette marche le 4 octobre. Mera aussi était là. On a marché, on a été nourris par cette puissance, cet espoir, ce sentiment quand on est entouré de ces femmes que tout est possible, que finalement, les femmes, lorsqu'elles s'unissent, peuvent changer le monde. Et on rentre donc précisément le 7 octobre à 1h du matin, pour ma part à Paris. Donc la suite, vous la connaissez, la tragédie que nous vivons depuis plus d'1 an maintenant, qui ne cesse de s'enliser, qui ne cesse de nous déchirer, de nous révolter tous les jours. Et depuis 1 an, on a décidé qu'on avait une responsabilité, particulièrement nous qui vivons à l'extérieur de cette guerre, qui la commentons, qui en sommes particulièrement meurtris, etc., mais qui avons quand même le privilège de ne pas en subir les conséquences directes, qu'on avait une responsabilité vis-à-vis de celles et ceux qui, sur le terrain, malgré le désespoir, malgré la colère, malgré la douleur, continuent de résister. Vous avez utilisé... il n'est plus là, mais ce terme de résistance, c'est quelque chose qui nous tient à cœur parce qu'on a cessé d'affirmer que la vraie résistance aujourd'hui était bien de ce côté-là. Et donc voilà, donc on a continué de porter leur voix et aussi à travers ce film, puisqu'on est retourné sur le terrain là-bas. Le titre du film ? C'est Résister pour la paix. Voilà. Résister pour la paix. Et je précise que le 7 octobre, vous avez aussi été touché dans vos proches, dans votre famille, avec 2 personnes qui ont été parmi les victimes. Et dans le film, que je vous invite, parce que je pense qu'il va être diffusé, en tout cas à la télévision largement, et dans les salles, j'espère, on voit précisément, vous allez en parler, Mera, celui qu'on appelle le Mandela palestinien. On voit aussi le fils de cet activiste, Jonathan Saigen, qui a été donc cet activiste de toujours du dialogue, qui a été assassiné le 7 octobre, et son fils qui continue cette œuvre de paix et de dialogue. Donc c'est un film, je crois que les gens étaient en larmes, on m'a raconté, très émouvant et très beau et porteur d'espoir dans un monde et une société, une époque où il n'y en a pas beaucoup. Mera, donc pareil, je vais vous laisser raconter
l'histoire, peut-être en raccourci, l'histoire qui vous a amené à être aujourd'hui à Genève, une militante de la paix avec cette magnifique association qui s'appelle Bait for Hope. Merci. D'abord, merci de m'avoir invitée à ce panel aux côtés de Hannah. Je suis très honorée et émue. Moi aussi. Moi, je suis d'origine iranienne, musulmane. Je suis née à Téhéran. J'ai atterri en Suisse en 1979, quand la révolution a eu lieu dans mon pays. Et mon père, qui était dans l'armée iranienne à l'époque, était parmi les premiers à être exécutés par le nouveau régime en place. Et c'est comme ça que j'ai grandi à Lausanne, dans un pensionnat de sœurs. Et ensuite, j'ai fait mes études à Genève. D'ailleurs, je suis un peu traumatisée d'être dans cette salle parce que ça me rappelle tous les examens que j'y ai passés. Moi aussi. Et ensuite, j'ai épousé un Genevois juif. Donc, j'ai fait un peu le tour des 3 religions. Et en fait, j'étais traductrice de formation. Je menais une vie paisible à Genève jusqu'au jour où les coïncidences de la vie m'ont fait atterrir à Tel Aviv avec mon mari et mes 2 enfants. C'était pas spécialement un endroit où on ne partait pas en Israël en vacances en général. Mon mari n'a pas de famille en Israël. Mais les coïncidences de la vie m'ont fait retrouver des amis israéliens de mon père, parce qu'on oublie qu'à une époque, l'Iran et Israël étaient très proches. Il y avait des ambassades, il y avait un vol El Al qui faisait Téhéran-Tel Aviv. Et c'est avec ce vol-là que j'avais été en 77 une fois à Tel Aviv avec mon père. Bref, par un hasard fou, j'ai retrouvé des amis qui nous ont invités. Et pendant ce voyage, quelqu'un m'a fait connaître Ali Abouawad. Je ne connaissais pas de Palestiniens, en tout cas pas de Palestiniens sur place. J'avais des amis d'origine palestinienne ici à Genève. Mais ça m'a permis de rencontrer ce fameux Mandela palestinien. Au départ, j'étais très sceptique. Je me disais, ça se saurait quand même s'il y avait un Mandela palestinien. Et j'ai été vraiment complètement inspirée, bluffée par l'histoire de cet homme qui a vécu, qui a le CV classique de quelqu'un de 50 ans en Cisjordanie. Il jetait des pierres, il s'est retrouvé en prison. En prison, il a découvert la non-violence, parce que les prisonniers palestiniens entre eux s'organisent pour éduquer les jeunes qui se retrouvent en prison à l'âge de 14 ans. Donc, bref, il a été 4 ans en prison. Quand il est sorti de la prison, il s'est dit, je vais lutter pour les droits des Palestiniens à travers la non-violence. Puis ensuite, Oslo est arrivé. Tout semblait aller mieux, jusqu'à ce que, juste après Oslo, son frère soit violemment tué par des soldats israéliens. Et là, il a, comme il le dit dans le film de Hannah, il a failli basculer dans la non-violence. Dans la violence ? Pardon, oui, dans la violence. Mm-hmm. Et en fait, il a rencontré des familles endeuillées, des parents de quelqu'un de l'âge de son frère qui avaient eux aussi perdu leur fils, mais du côté israélien. Et c'est là où il a découvert que la peine, le chagrin était le même chez tout le monde. Et ça a eu un impact très transformatif sur lui. Et il s'est impliqué dans des initiatives de dialogue et d'établir des liens. Et quand je l'ai rencontré et il m'a raconté son histoire, j'ai été vraiment bluffée. Je suis revenue à Genève et je l'ai invité à Genève avec un de ses collègues israéliens. Et je voulais juste, mes amis juifs et arabes de Genève, je voulais juste les inviter à venir à leur rencontre. Et en fait, il y a eu un tel engouement que j'ai dû organiser une conférence et il y a eu 700 personnes.
Et par la suite, mon association Beethoven est née. Et c'est là donc que vous avez créé avec 8 autres personnes. Voilà. Donc, d'où 7 autres personnes, voilà. 7, enfin 8 avec vous. Oui. Et aujourd'hui, on va en parler tout à l'heure, vous cherchez des financements, vous financez des actions concrètes sur place d'ONG qui militent pour le dialogue. Vous allez le dire tout à l'heure. Oui. Donc une histoire personnelle qui vous amène depuis Genève. Vous avez une très belle phrase, Anna Assouline, vous dites « J'ai choisi de ne pas choisir ». Et c'est une phrase très forte, non, c'est pas tout à fait ça. C'est une phrase forte parce qu'aujourd'hui, dans le fond, on doit choisir son camp. Il y a une polarisation extrême, que ce soit en France, à Genève, partout, à Genève en Suisse aussi. On choisit l'un contre l'autre et vous jetez les ponts. Alors racontez-nous votre... Alors pour être précise, moi justement ce que je revendique, c'est que la paix est un choix. Face à justement des discours qui parfois nous prennent un peu de haut ou avec un peu de mépris, notamment dans la situation tragique qu'on vit, on voit parfois les militants pacifistes soit comme des bisounours un peu déconnectés, soit pire, comme des gens qui ne prendraient pas parti ou seraient dans une forme de neutralité, et neutralité forcément complice avec une oppression. Donc nous, ce qu'on répond avec fermeté depuis toujours, et particulièrement depuis plus d'1 an, c'est que précisément la paix n'est pas un non-choix, c'est un choix, et c'est un choix radical, peut-être même le plus radical qui soit dans la situation que nous vivons, où précisément nous sommes tous assignés à choisir des camps les uns contre les autres, à être dans une opposition à devoir choisir, en l'occurrence, nos empathies, nos indignations, à hiérarchiser. Donc nous, c'est ce refus-là. Et ce refus, c'est un choix. Et c'est un choix politique. C'est ça qui est aussi important de comprendre. C'est que nous, on l'affirme avec force, et on ne fait pas que l'affirmer, puisqu'on se bat sur différents terrains, et on se bat aussi pour que de manière concrète, politiquement et diplomatiquement, ces voix puissent peser. On explique que la paix, c'est pas juste, voilà, il s'agit pas d'aller faire un hug et de dire qu'on est tous frères. Il y a des gens d'ailleurs qui disent on n'est même pas obligé de s'aimer pour faire la paix, on doit juste être capable de reconnaître nos mutual interests. Et quand on sait, encore une fois, que le seul avenir possible, sauf à être dans des logiques d'annihilation, d'extermination de l'autre, c'est de trouver des solutions pour que ces deux peuples puissent vivre dans la liberté, la sécurité, l'autodétermination. Et il n'y a pas d'autre issue, encore une fois, que la paix. Et la paix est politique, elle signifie la justice, elle signifie l'indépendance, elle signifie beaucoup de choses. Alors pour répondre à ces accusations ou ces reproches de naïveté, de bisounours, on va peut-être vous dire qu'il y a tout de même une réalité politique. Elle n'est pas rose. Elle n'est pas rose ni sur le plan militaire ni sur le plan politique. Je vous cite une dépêche qui est tombée cet après-midi, la première déclaration du tout nouvel ambassadeur des États-Unis en Israël, nommé par le gouvernement, le nouveau président des États-Unis, Donald Trump, et qui dit l'annexion, je suis favorable à l'annexion de la Cisjordanie qui appartient à Eretz Israël. Ça, c'est la réalité d'aujourd'hui, et c'est probablement la réalité pour ces 4 prochaines années. Alors que ce soit nous qui travaillons sur le terrain depuis longtemps et qui sommes en étroite collaboration avec des militants là-bas, ou les militants qui sont là-bas et qui subissent quotidiennement les conséquences de la guerre, je crois que personne ne peut être accusé de ne pas avoir conscience de la réalité des enjeux politiques concrets, ni de la catastrophe dans laquelle nous nous trouvons actuellement et de l'impasse politique dans laquelle on se trouve. Cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas se battre encore plus fort aujourd'hui pour continuer de défendre que la paix est la seule solution. Et donc, évidemment qu'on a conscience de la situation catastrophique dans laquelle nous sommes, qui ne cesse de s'enliser, le front avec le Liban et la guerre qui s'étend, les extrémistes de la région qui prennent en otage l'avenir de leur peuple, Trump qui vient d'être élu, etc. Donc, effectivement, il y a toutes les raisons d'être inquiet. En revanche, certainement pas des raisons de baisser les bras. C'est-à-dire que c'est précisément dans les moments les plus difficiles, dans les moments où tout le monde est tenté par le désespoir ou par qu'on ne doit pas lâcher et que eux ne lâchent pas. Donc si eux ne lâchent pas au cœur même de la guerre, on a, je crois, une responsabilité, nous, c'est de ne certainement pas les abandonner. Parce qu'il y a la réalité politique, mais il y a aussi 2 peuples qui vivent. Et même parmi, je crois...
les sociétés civiles israéliennes et palestiniennes, y compris celles et ceux qui, de prime abord, quand on leur parlerait du concept de paix, feraient preuve d'une forme de défiance parce qu'il y a trop de colère, trop de choses qui doivent être guéries avant d'arriver à pouvoir parler de paix. Mais dès qu'on parle de manière concrète avec les gens et pragmatique, et qu'on leur demande comment ils voient l'avenir, quels sont leurs désirs, leurs aspirations, leurs revendications, en fait, on se rend compte qu'à part, encore une fois, les fous, les fanatiques ou les messianiques, il n'y a pas une seule personne qui ne souhaite pas vivre et qui ne souhaite pas offrir à ses enfants la possibilité d'un avenir de paix durable, stable, etc. Donc oui, la situation est catastrophique et on le sait, mais encore une fois, ça ne doit pas nous faire baisser les bras et on doit continuer de se battre encore plus fort. Mira Rimer, dans ce que vous disiez tout à l'heure, une chose m'a frappée. Vous disiez, j'ai atterri en Israël et je me suis dit, si un Mandela palestinien existait, ça se saurait. Est-ce que vous estimez aujourd'hui qu'on ne donne pas assez la parole, qu'on invisibilise dans le fond les gens des deux camps qui parlent de paix et de dialogue pour laisser la voie libre aux extrémistes des deux bords ? Absolument. C'est pour ça que je ne savais pas non seulement il y avait ce Mandela palestinien, mais il y en a plein d'autres. Et il y a plein de Mandela israéliens aussi. Et c'est pour ça que le genre de film que Hannah réalise, que ce soit Les guerrières de la paix ou Résister pour la paix, on voit tous ces gens qui existent et c'est pas en mode bisounours, comme on disait. Ces gens prennent des risques incroyables. Ils perdent des amis, parfois même leur famille qui ne veut plus leur parler. C'est extrêmement risqué d'être peace activiste aujourd'hui, encore plus du côté palestinien, parce que le conflit n'est pas tout à fait symétrique. Et pour les Palestiniens, travailler avec des Israéliens, c'est parfois être considérés comme des sales collabos, alors que et les gens qui dénoncent ces Palestiniens-là de normalisateurs, moi je leur dis, c'est pas de la normalisation, c'est de l'humanisation. Comment vous voulez qu'un Israélien sache la réalité dans laquelle les Palestiniens vivent s'ils ne l'entendent pas directement de la bouche de quelqu'un qui vit en Cisjordanie ou à Gaza? Enfin, avant le 7 octobre, il y avait aussi des participants dans ces activités qui venaient de Gaza. S'ils ne l'entendent pas de la propre bouche d'un Palestinien, s'ils ne s'assiedent pas avec et écoutent leur histoire, ils penseront toujours que mais non, ça va très bien chez eux, ils exagèrent, c'est un mythe. Peut-être dites-nous quelles sont les actions concrètes que vous m'avez raconté ce matin, une affaire de mouton. Non, c'est pas vous, c'est vous. C'est une autre. Oui. Donnez-nous peut-être des exemples d'ONG que vous soutenez sur place, d'actions concrètes. Par exemple, il y a une ONG qui s'appelle les Combattants pour la paix, Combatants for Peace. C'est d'anciens soldats israéliens et d'anciens prisonniers palestiniens qui ont été réunis à un moment donné et qui avaient chacun eu une histoire de transformation qui les a préparés à collaborer avec les gens de l'autre camp. Et eux, ils mènent des actions, par exemple... Ils viennent en Cisjordanie, tout bêtement, quand c'est la saison de la collecte des olives. Ils viennent, les anciens soldats israéliens viennent avec leurs amis palestiniens pour protéger les fermiers, les vergers qui font la collecte d'olives, parce que souvent, c'est le moment où les colons arrivent pour les attaquer, pour les empêcher de faire leur récolte, etc. Donc la présence d'Israéliens rassure les fermiers et en plus, s'il y a un incident, si un Israélien appelle la police ou la base militaire la plus proche pour qu'ils interviennent, ils vont venir. Tandis que si c'est un Palestinien qui crie au secours, ils ne vont pas venir. Et vous travaillez, vous avez cité tout à l'heure le Mandela palestinien, Ali Abou Awad, qui travaille avec vous, qui collabore, qui habite Bethléem, c'est ça? Il habite à Bethléem. Il a 2 initiatives dans lesquelles il était impliqué. La première initiative paraît peut-être un peu controversée parce qu'il travaillait avec les colons.
il s'asseyait avec des colons avec toute sa communauté de Palestiniens de ce village Beit Oumar, près de Bethléem. Il s'asseyait et parlait à des gens des colonies dans des sessions de dialogue, parce que lui, il dit, mais moi, je n'ai pas à convaincre les personnes de gauche qui vivent à Tel Aviv et qui sont ouvertes. C'est eux qui sont au cœur du problème. C'est avec eux que je dois parler et chercher à trouver une solution. Anna Assouline, vous avez donc choisi le camp de la paix. Vous êtes ici à Genève. Vous savez qu'il y a une initiative de Genève où, dans le fond, la feuille de route pour la paix existe. Elle a été étudiée, elle a été gravée, on y a cru. Comment vos actions, comment vos initiatives sont prises en France même, parce que dans le fond, on voit aujourd'hui que ce sont les extrémistes des deux camps qui s'expriment, qui ont voix libre. On voit aussi que la communauté internationale est relativement silencieuse, ou en tout cas laisse faire. Comment vous prend-on en France? Quel écho avez-vous? Ça dépend à qui on pose la question. Mais en France, c'est à l'image, je crois, du monde entier. Alors après, chaque pays a ses spécificités historiques et un rapport particulier et à ce conflit et à la manière dont ce conflit peut être instrumentalisé parfois aussi pour régler des comptes qui en fait sont des comptes propres à l'histoire. En l'occurrence, en France, on est un pays qui a une histoire coloniale, qui a une histoire aussi collaborationniste, etc. Et donc il y a parfois des instrumentalisations qui sont faites par rapport à la question d'Israël-Palestine pour régler les propres comptes historiques de la France sans réellement se soucier ni des Palestiniens ni des Israéliens. Donc nous, particulièrement depuis le 7 octobre dernier, mais déjà depuis toujours, évidemment que tous les adversaires de la paix, donc les extrémistes de tous bords, ne nous aiment pas beaucoup puisqu'on n'arrange pas beaucoup leur agenda et leur vision. Donc on peut être soit traité d'être les idiotes utiles du Hamas, soit d'être des sales sionistes parce que nous revendiquons le droit à l'autodétermination pour les deux peuples et donc on défend la solution à deux États. Donc on est attaqué de toutes parts, mais en même temps, on voit aussi émerger, et c'est pareil, on parlait de vous disiez tout à l'heure, pourquoi ces initiatives, on les entend pas, on les voit pas. Moi, je suis convaincue, je suis peut-être une grande optimiste, mais je suis réellement convaincue qu'on ait une majorité silencieuse, que ce soit en France ou à l'échelle internationale, que les vociférateurs de haine qui aujourd'hui occupent et saturent tout le terrain médiatique et sur tous nos canaux de communication, sur les réseaux sociaux, etc., font énormément de bruit. On est dans une ère où c'est la surenchère à la radicalité, à la punchline, à la violence, aux images chocs, etc. Donc on est dans une époque à travers les médias aussi. Exactement. Bien le dire. Donc on est dans une époque qui glorifie ça, qui veut aussi faire du buzz, qui veut montrer. Enfin voilà. Donc on est dans cette époque-là. Donc on part pas avec les mêmes armes, si je puis dire. Et c'est moins facile de rendre virale une vidéo de quelqu'un qui va raconter une histoire de fraternité, etc., que des images d'horreur ou des images... voilà. En revanche, cette majorité silencieuse, elle existe. Elle est aujourd'hui, je crois, orpheline d'un espace d'expression, d'un espace de mobilisation dans laquelle elle puisse se reconnaître, dans laquelle elle puisse s'exprimer sans se sentir menacée ou sans être... Et je crois que plus on sera nombreux à la porter collectivement à tous les niveaux, que ce soit là on est dans une université, que ce soit dans les milieux universitaires, que ce soit dans les médias, que ce soit au sein de la société civile, que ce soit dans l'art, que ce soit dans beaucoup de choses, on a besoin encore une fois d'élever nos voix, de nous unir et de faire en sorte de renverser la tendance. Voilà, moi je crois que le pouvoir est entre nos mains. On est très très accablé, très écrasé par le monde. On a l'impression qu'on n'a plus de prise sur rien, que de toute façon tout nous dépasse, qu'on est impuissant, qu'on assiste à l'horreur quotidiennement sans avoir le moindre levier pour agir. Mais je ne crois pas que les grands changements qui ont eu lieu dans notre histoire, dans l'histoire du monde, aient été produits par des majorités. C'est souvent des gens qui étaient parfois un peu seuls, qui pouvaient même être vus un peu comme des fous par leurs coreligionnaires, qui ont produit de grands changements et qui ont eu le courage de marcher à contre-courant et de porter des idées. Donc voilà, moi je pense qu'il faut qu'on continue.
Je vais vous passer la parole si certains d'entre vous ont des questions à poser à Mera Rimer et à Anna Souline, militante de la paix, activiste, qui, je crois que l'une et l'autre, vous avez parlé de vos actions concrètes, vous à travers vos films, mais aussi des films que vous passez dans les prisons, je crois, dans des quartiers, enfin un peu partout. Vous êtes extrêmement active. Est-ce que quelqu'un en l'état a une question à poser ? Pas encore. Vous me faites signe, oui. Pardon ? Oui. Qu'est-ce que vous dites ? Un micro ? Ah, d'accord. Ah oui, d'accord. Comme c'est sous la lumière, on ne vous voit pas. Désolé, monsieur. Alors, je vous demanderai juste de prendre un micro et de poser votre question. Merci beaucoup. Bonsoir, merci beaucoup pour vos interventions, c'était particulièrement intéressant. J'avais une question pour Anna Asseline concernant votre solution à 2 États que vous revendiquez. Concernant les personnes qui sont membres de votre organisation, est-ce que c'est une solution que vous avez prise avant le 7 octobre de l'année dernière ou est-ce que c'est une solution que vous revendiquiez depuis longtemps? Et peu importe la réponse, est-ce que c'est quelque chose que vous avez remarqué qui divisait par hasard les femmes qui étaient membres de votre organisation? Est-ce que vous avez eu des discussions par rapport à cela? Alors, il faut, nous, avec les guerrières de la paix, le pari qu'on essaye de faire avec toutes ces femmes de différentes sensibilités, origines, juives, musulmanes, etc., c'est qu'on peut créer un espace de mobilisation commune en acceptant aussi d'avoir des divergences d'opinion parfois et qu'on ait des différences de sensibilité, mais à partir d'un socle commun fondamental. Et pas dans ce socle commun, sur la question du Proche-Orient, on a toujours formulé le fait que parmi les guerrières de la paix, on devait être dans une acceptation de la légitimité mutuelle de ces deux peuples, c'est-à-dire de la reconnaissance de la légitimité de l'histoire et de l'indépendance de ces deux peuples. Ça, c'est la base de toutes nos discussions. Et ensuite, alors, avant le 7 octobre, il y a énormément de solutions politiques différentes qui sont portées d'ailleurs même parmi les militants qu'on connaît, que soutient Beit of Hope. Il y a des gens qui défendent plutôt une solution confédérationnelle. Il y a des gens qui parlaient plutôt de solution binationale, mais pour tout vous dire, cette solution depuis le 7 octobre paraît quand même beaucoup plus lointaine que la solution à 2 États, qui pourtant est critiquée par de nombreux militants comme impossible à mettre en œuvre, etc. Alors qu'en fait, vous le savez, vous êtes à Genève, il y a eu un plan à Genève qui est peut-être un de ceux qui est allé le plus loin dans la définition de tous les contours d'un plan de paix au Proche-Orient. Il existe énormément dans cette volonté de solution à 2 États, toutes les questions qui sont présentées comme des impasses, notamment le morcellement territorial de la Palestine, toutes ces questions ont été traitées. Il y a des histoires d'échange de territoire, il y a des histoires, tout a été, il n'y a pas plus tard que 2 mois, 2 anciens ministres, Ehud Olmert et Nasser Al-Kidwa, ont de nouveau, ça a eu trop peu d'écho à l'international, mais ont de nouveau proposé un plan de paix avec une histoire de 4%. Tout a été pensé. Donc en fait, si vous voulez, après... moi, je ne suis pas contre, à titre personnel, je suis pour la solution à 2 États, mais je pense qu'il y a plein de solutions qui existent. Tant que ces solutions aujourd'hui sont acceptées par les Palestiniens et les Israéliens, puisque c'est à eux de décider comment ils souhaitent dessiner les contours de leur avenir commun sur cette terre, il existe encore une fois tout un panel de solutions, dont la Confédération, qui est une des solutions aussi portées par de nombreux militants pacifistes. Donc, c'est des débats qu'on doit pouvoir avoir, tant que la base de ces débats, c'est l'acceptation du fait que, encore une fois, ces 2 peuples sont légitimes à vivre sur cette terre et qu'aucun des deux ne disparaîtra et qu'il y a la place pour 2 souverainetés nationales ou pour 2 autodéterminations pour ces 2 peuples. Voilà. Et du côté de Beit for Hope, quelle est votre ligne? Est-ce que vous... Alors nous, on trouve que c'est pas à notre place de décider ce qui est bien pour les Israéliens et les Palestiniens. Nous, notre ligne, c'est vraiment soutenir les associations qui promeuvent l'humanisation, le dialogue, etc. Donc, tant que
tant que ça mène à une solution qui soit fondée sur l'égalité, la dignité, l'autodétermination et la reconnaissance des deux peuples, bien quand même. sûr. D'accord. Donc il y a un socle commun là, oui. La reconnaissance et bien sûr, la reconnaissance de l'autre, l'autodétermination. Madame, je crois que vous vouliez rajouter quelque chose, non? Non. D'autres? Oui, je transmets volontiers. Vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, en fait, j'avais une question plus précise concernant aussi votre ressenti quand vous discutez donc avec les peuples et les personnes que vous connaissez qui habitent et qui vivent véritablement cette situation. Est-ce que vous avez déjà eu des échos de peut-être des idées concernant un processus démocratique qui pourrait justement apporter la voix et l'autodétermination à travers la légitimité de ces peuples? Est-ce que vous avez entendu des choses par rapport à ça, des solutions potentielles par rapport à des votations, des systèmes politiques, des partis politiques peut-être? Malheureusement, non. Mais c'est incroyable que vous me posiez cette question parce que ce matin, je montrais un extrait d'un documentaire à l'activiste palestinienne qui était avec nous hier pour la présentation du film de Hannah. Et dans ce film qui relate comment en Irlande du Nord on est parvenu au Good Friday Agreement, et il y avait un passage où on montrait les gens qui allaient voter et les gens qui campagnaient pour le Yes Vote. Et là, Lama m'a dit, mais c'est ça qu'on devrait faire, nous aussi on devrait voter pour notre destin, mais personne ne parle de ça. Je crois qu'il y a tellement de violence et d'autres difficultés immédiates que pour l'instant, tout le monde se focalise sur la fin des hostilités et de la souffrance immédiate. Dans la bande de Gaza, on n'a plus voté depuis 2006, je crois. Enfin, je ne sais plus quelle est la date. Ou 2009. Mais si je puis me permettre d'ajouter peut-être une des choses, en tout cas sur lesquelles on peut... Alors, comme Mera, je tiens à appuyer cette idée qu'en effet, c'est vraiment aux sociétés civiles, au peuple palestinien et israélien de décider de leur avenir. Nous, c'est un peu différent parce qu'on est aussi un mouvement militant qui a des revendications. Donc, on est obligé de dessiner aussi une ligne commune sur ce qu'on revendique pour cette région. Mais sur la question de qu'est-ce qu'on peut faire pour remettre en marche un processus démocratique, alors évidemment, Mera a raison. Là, on est dans un tel niveau de chaos que l'urgence immédiate, c'est déjà de mettre un terme à cette guerre d'urgence. Et je crois qu'une des premières étapes qui permettra, parce qu'effectivement, un processus démocratique, pour qu'il puisse avoir lieu dans des conditions normales, il faut qu'un État existe de manière reconnue internationalement, etc. Donc je crois que cette revendication de la reconnaissance déjà par l'entièreté de la communauté internationale d'un État palestinien qui place aujourd'hui les dirigeants palestiniens dans une position de responsabilité et vis-à-vis de leur peuple et vis-à-vis de la communauté internationale rendra tout ce qui devra ensuite être fait beaucoup plus facile. C'est déjà la première étape et pour le coup, quand on se pose la question de ce qu'on peut faire nous de l'extérieur, je crois que continuer de militer, de nous battre pour la reconnaissance d'un État palestinien, ça fait partie des choses des combats qu'on doit mener en premier lieu. Une autre question? Oui, Frédéric. Carole et Frédéric, oui. Je voulais juste poser une question très simple qui a déjà été posée avant-hier après la projection du film ici à Genève, qui était qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ici? Alors la réponse qui avait été donnée par la jeune femme palestinienne qui participait au panel, c'était moi j'espère que toutes les femmes et surtout toutes les mères vont se lever parce que les femmes ont cette force de se battre. Donc évidemment, je pense que ni Mera ni Anna ne vont contredire cette proposition. Est-ce que vous auriez d'autres propositions un peu concrètes de ce que chacun pourrait faire ici pour participer à cette construction de la paix? Carole, si tu es d'accord, on passe le micro à Frédéric. On va prendre 2 questions. Merci, oui, Frédéric. Bonjour. Moi, j'aimerais parler un mot qui revient tout le temps, c'est polarisation. Et je crois que la polarisation, elle est partout dans notre société aujourd'hui. Elle est dans le politique, elle est même dans l'art, elle est dans tous les domaines, il y a la polarisation. Alors moi, ma question, c'est comment casser cette polarisation pour jeter des ponts. Et je vous dis franchement, avec ce qui va venir l'année prochaine au pouvoir aux États-Unis,
Ce n'est pas des ponts qu'ils sont en train de construire, c'est plutôt autre chose. Je ne veux même pas le qualifier, mais ça va être très très difficile parce que la technologie même induit au niveau de notre pensée, au niveau de notre rhétorique, quelque chose qui nous sépare tous, qui nous clive tous. Et c'est ça le gros problème de notre société occidentale aujourd'hui. Et je précise que Frédéric connaît très très bien la région pour y aller très très fréquemment. Oui, j'ai rencontré Mandela en 86 comme délégué du CICR. Voilà. Voilà. Il y va fréquemment pour le CICR et voilà. vous l'avez rencontré. Il était un édile de Gramsci, si vous voyez ce que je veux dire. Gramsci, le philosophe. Et les Sud-Africains pensaient qu'il était communiste d'obédience soviétique, alors qu'il n'était pas du tout d'obédience soviétique, mais italienne. Qui veut répondre? Oui, Mera. En fait, de nouveau, le même problème. Le problème, c'est qu'on ne relaie pas les informations positives sur ces personnes qui œuvrent pour la paix et qui sont des deux côtés, des Palestiniens aussi bien que des Israéliens. Dans l'imagination des gens, selon le camp qu'ils supportent à l'extérieur ici, les autres, ils sont tous mauvais, et voilà. Alors que si on donnait plus de visibilité aux artisans de la paix, qu'ils soient israéliens ou palestiniens, et ceux qui travaillent dans leurs sociétés civiles respectives, on créerait un camp de la paix. On peut être tous, je peux être iranienne. Mais quand vous dites si on donnait, c'est qui les médias, les politiques, on a envie d'inverser la preuve en disant bon. C'est aux militants de la paix de ce qu'ils font fréquemment. Il y a eu plusieurs, ici à Genève, manifestations, notamment l'une qui a été co-organisée par l'ancienne présidente de la Confédération en décembre de l'an dernier, par Dreyfus, pour la paix. Mais vous voyez, on n'a pas les militants israéliens et palestiniens souvent en Suisse pour entendre de leur propre voix. Ça ne sert à rien que moi je raconte ce que le Mandela palestinien, c'est beaucoup mieux qu'on l'entende lui, ça aura beaucoup plus d'impact. De l'inviter plus souvent, de lui donner plus souvent de la visibilité dans les médias. Vous voyez, moi j'ai dû cette semaine courir derrière la presse pour qu'on interviewe Hannah, qu'on interviewe les deux militants. Je vous dirais que le journal Le Temps ne m'a même pas répondu. D'accord, donc il y a une responsabilité collective, mais peut-être aussi de mise en lumière d'autres voix. Vous avez quelque chose à dire là-dessus? Non, je suis complètement d'accord. Je pense qu'effectivement, on a une responsabilité collective et individuelle, que sur tous les terrains, il y a beaucoup de choses à faire mieux, mais que, comme vous l'avez dit, on vit dans une ère non seulement médiatique, mais je pense qu'il faut quand même ne pas négliger le rôle que jouent les réseaux sociaux dans la polarisation et dans les divisions qui existent dans nos sociétés. Je parle notamment pour la jeunesse, où en fait, moi je me suis rendu compte cette année, moi qui ai accès pleinement à deux bulles cognitives totalement parallèles, puisque j'ai autour de moi des gens de différentes sensibilités, je peux vous assurer qu'on a réellement le sentiment de deux mondes qui ne rentrent jamais en communication. Je vous donne un exemple. Quand il y a eu les commémorations du 7 octobre, mais il y avait littéralement deux types de posts, qui d'ailleurs maintenant il y a des espèces de posts générés par l'IA qui sont repartagés automatiquement des millions de fois. Il y avait d'un côté ceux qui disaient les 1 an du massacre du 7 octobre, des massacres terroristes, etc. Et de l'autre côté, ceux qui disaient 1 an de génocide à Gaza. Et à chaque fois, on a vraiment comme une incapacité, au-delà des débats sémantiques, puisque là, je reprends les mots qui sont utilisés par d'autres, mais au-delà des débats sémantiques, il y a juste l'incapacité de se dire que cette réalité, c'est tout ça à la fois, et que l'un n'annule pas l'autre, et que l'un ne fait pas de l'ombre à l'autre, et que on n'est ni dans une symétrie des intentions, des nombres de morts, mais qu'on est capable de regarder toutes ces réalités pour ce qu'elles sont, de les nommer correctement, et de les reconnaître, et de reconnaître encore une fois toutes ces souffrances sans les mettre en concurrence. Et donc on a encore une fois deux bulles, et ça c'est un vrai sujet, parce que je crois que ça nous fait un mal considérable, qu'on ne se rend pas compte. Il y a des gens qui du matin au soir sont abreuvés au même type d'informations, aux mêmes sources d'informations, aux mêmes images, et il y en a d'autres qui n'ont même pas accès
au narratif de l'autre, ni à ce qu'il est... voilà, donc on a un vrai travail à mener là-dessus, et je crois que c'est pas que la responsabilité d'ailleurs des journalistes ou des influenceurs, etc. C'est aussi, je pense qu'il faut légiférer. Il y a un vrai travail à mener auprès de tous ces réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram, X, etc., pour faire de la régulation. Là, on est dans un Far West et on ne se rend pas compte. On le voit déjà aux États-Unis, le rôle que jouent les réseaux sociaux dans la propagande, dans la désinformation, et comment ça a des incidences très concrètes sur les résultats des élections. C'est des choses qui sont catastrophiques, qui menacent nos démocraties. Il y a d'ailleurs des lectures assez folles de tous les événements qui sont complètement parallèles, notamment les récents événements du match de football de Amsterdam. C'est affolant, hein, pour une partie des événements qui n'est pas du tout mis en avant, ou l'inverse. Je voudrais oui. juste rajouter aussi que pendant toute cette année, j'ai eu sous la main des activistes palestiniens et israéliens qui étaient là. Il y avait l'occasion d'organiser. Ils étaient là pour d'autres choses, pour des séances de travail avec nous. Mais il y avait des occasions où ils auraient pu être invités dans le cadre de certains événements qui se sont passés à Genève. Et on m'a dit « Ah non, ça c'est trop délicat ». Et j'étais là, mais c'est des activistes de paix, ils vont parler de paix. Même des entités liées à l'ONU. Ils m'ont dit « Ah non ». La paix n'a pas bonne presse, c'est vrai. Non, Elle est c'est beaucoup plus associée à facile. de la naïveté ou à une méconnaissance du terrain et tout ça. C'est un peu ce que vous constatez. Oui, et c'est beaucoup plus facile d'être pour un camp ou de l'autre que d'être dans une espèce de dans une zone d'inconfort où on prend le risque de donner une chance à la paix. Mm-hmm. Si je puis juste ajouter un mot, promis, je fais court, je sais que je suis trop longue. Non. Mais sur cette histoire de naïveté, je pense, notamment la Mera donne l'exemple très concret de militants qui viennent du terrain, qui vivent là-bas, qui sont endeuillés, qui ont perdu des proches, qui sont présents. Et il y a des gens qui, ici, peuvent avoir, pardon du mot un peu fort, mais l'indécence de penser que eux sont à même de dire qu'ils sont naïfs. Et je crois que c'est quand même aussi... ça fait partie des choses qui, moi, me mettent énormément en colère. Quand on est allé sur le terrain avec Sonia Terab, avec laquelle on a fait ce documentaire, Sonia avait très peur avant de partir. Elle me disait « Oh là là, on va aller au milieu de toute cette horreur, comment on va faire, etc. » Et pour vous raconter la petite anecdote, c'était pas du tout un mot, désolée, je suis vraiment... Mais le dernier soir, on se retrouve toutes les deux, c'est notre dernier jour de tournage, on va rentrer dans nos pays respectifs, donc elle est marocaine et moi je vis en France, je suis d'origine marocaine mais je suis française, et elle me dit, tu sais ce qui me fait plus peur là, c'est de rentrer. Elle me dit, vraiment, on a été au milieu, au cœur même de la guerre, nourris par tellement d'intelligence, de résilience, de sagesse, de pragmatisme, de toutes ces visions incroyables qui nous ont portés. Et là, on va devoir rentrer dans nos pays respectifs, de nouveau être confrontés à la violence des débats, à la méconnaissance de tous ceux qui crient plus fort les uns que les autres, sans connaître, même sans parfois être capable de positionner la région sur une carte. Et elle m'a dit, moi là, c'est ça qui me fait plus peur. Je ne sais pas comment je vais affronter ça. Oui, madame, on va vous passer un micro. Bonjour. Je voudrais poser une question entre autres à Anna Assouline et puis à la modératrice Romaine Jean, qui est journaliste, étant moi-même journaliste. La question fait que j'avais envie de vous poser, que vous m'inspirez au cours de cette rencontre, c'est lorsque vous étiez sur le terrain, et là je pose aussi la question à la journaliste, lorsque vous étiez sur le terrain, est-ce que vous n'avez pas eu cette impression de revivre en fait une histoire avec un grand H qui aurait pu exister justement à l'existence de ces peuplements en fait de territoires. Est-ce que vous avez eu ce sentiment et si vous l'avez eu en fait, qu'est-ce que vous en avez fait? Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris votre question, madame. La question, c'est que ce que j'entends me fait penser en fait à cette roue du cycle de retour dans une histoire. Vous voulez dire depuis l'Ancien Testament, c'est une région... Depuis le début, je dirais, des peuplements. Je D'accord, parlerai vous dites... plus de peuplement que
que Qu'est-ce que vous appelez le peuplement? Juste pour vous répondre le mieux possible, je voudrais comprendre bien votre question. En fait, c'est une question sans être une question, c'est un sentiment, c'est ce que je reçois de vous. Vous voyez cette violence comme une forme, ces Comme guerres, un comme une forme retour, en fait, de fatalité, un retour du cycle. Dans l'histoire. Moi, je ne m'exprimerai pas, enfin, je connais la région, mais ça fait quand même assez longtemps que j'y suis pas allée, mais peut-être vous qui y allez fréquemment, est-ce que c'est... Si vous parlez depuis le 7 octobre, il y a évidemment dans cette région le sentiment d'une guerre éternelle qui n'en finit jamais. Donc il y a effectivement des choses qui reviennent, des traumas qui sont ravivés, etc. En revanche, j'ai quand même le sentiment que, et c'est partagé aussi bien, je crois, par les Palestiniens que par les Israéliens, d'une bascule dans une horreur et dans une impasse jamais atteinte jusqu'à présent. Donc je crois qu'il y a quand même... on est quand même dans un moment de l'histoire de cette guerre et de cette région qui a atteint un point rarement atteint. Donc c'est à la fois ce qui est motif de beaucoup de désarroi et d'une forme de désespoir, mais c'est aussi pour certains militants ce qui leur fait penser et croire que de cette destruction, de cet état de chaos, pourra jaillir peut-être, on l'espère, un renouveau et la construction de quelque chose, puisque de toute façon, le retour à un statu quo, comme ça a été le cas après chaque guerre de Gaza, après 2014, après toutes les guerres qu'on a connues dans cette région, où en fait, à un moment donné, il y avait un cessez-le-feu, et puis on retournait à cet état, l'occupation, la colonisation qui se poursuit en Cisjordanie, et puis on attend que ça repète avant de... Enfin voilà, là, je crois que plus personne ne pense qu'un retour à ce statu quo est encore possible. Donc dans tous les cas, ou alors il y a effectivement... Ça peut être simplement l'annexion de tous les ou alors territoires et la disparition sur cette terre du peuple palestinien. Oui. Non, mais bien sûr, il y a effectivement les extrémistes qui sont au pouvoir et qui espèrent aller encore plus loin, etc. Mais en tout cas, je parle des gens qui sont un petit peu constructifs et qui essayent d'imaginer un avenir juste pour ces deux peuples. Il y a quand même cette idée que, de toute façon, ce qui est en train de se passer va reconfigurer de manière importante l'avenir de cette région. Et c'est peut-être un tout petit motif d'espoir. Alors, pour vous répondre, les deux choses qui m'ont étonnée, moi, ça fait pas très longtemps que je suis que j'ai créé mon association et que je vais sur le terrain depuis 8 ans. Et avant le 7 octobre, j'ai vu des choses terriblement injustes en Cisjordanie, parce que je n'ai jamais pu aller à Gaza. C'est très difficile d'aller à Gaza pour quelqu'un qui représente une petite association genevoise. Mais j'ai beaucoup été en Cisjordanie et je me suis toujours étonnée. Justement, il y avait ce status quo un peu lourd, des injustices. Et je me suis toujours étonnée, j'étais toujours étonnée qu'il n'y avait pas une troisième intifada, parce que les choses étaient tellement injustes. Je me disais, la situation couvait, voilà. le désastre couvait. J'étais un peu étonnée par ça. Après, il y a eu le 7 octobre qui a été vraiment au-delà de ce qu'on pouvait imaginer qu'il puisse arriver. C'était vraiment quelque chose, un désastre, enfin un niveau d'atrocité auquel on ne s'y attendait pas. Ouais. Ensuite, pour être positive, la chose qui m'a étonnée depuis le 7 octobre, c'est la solidarité qui s'est créée en toutes ces ONG que j'ai soutenues pendant ces 8 ans. Et moi, j'essayais tout le temps, en tant que personne qui lève des fonds ici à Genève pour les redistribuer là-bas, de créer des synergies entre les associations, les ONG, où je voyais qu'il y avait des collaborations possibles pour économiser de l'argent, pour un peu unir les gens, rassembler toutes ces ONG qui étaient les unes plus formidables que les autres, mais qui travaillaient quand même souvent chacune dans leur bulle. Et je ne les ai jamais vues aussi unies. J'ai jamais vu le camp de la paix aussi uni. Les ONG arrêtent de dire non mais moi je suis plus spéciale que cette ONG, financez-moi. Tout le monde a pris les choses en main et travaille ensemble. Alors j'aimerais terminer en vous posant à l'une et à l'autre la question
puisque nous sommes à Genève et que nous sommes de la LICRA et que c'est la LICRA qui organise ce débat de la question de la résurgence de l'antisémitisme et de l'islamophobie, des actes anti-musulmans. Comment vous vous positionnez par rapport à ça? Je ne sais pas si je prive encore quelqu'un d'une dernière question. Si ce n'est pas le cas, alors Mera, à Genève, ce conflit, comme partout d'ailleurs, a suscité des divisions, des clashs. Ici à l'université, qui a été occupée, une résurgence, beaucoup d'antisémitisme, beaucoup d'islamophobie. Comment vous le sentez? Moi, je vois le miroir. C'est les choses que j'entends d'une part et d'autre, les reproches que les uns font aux autres. Il y a un énorme manque d'informations et d'amalgame. Il faut éduquer les gens sur des tas de choses. Et je crois que malheureusement, de nouveau, si on entendait des messages un peu plus positifs, si on donnait de la visibilité à des artisans de la paix, les uns et les autres auraient moins de stéréotypes sur les uns et les autres. Et pour vous, Anna? Nous, il se trouve que notre mouvement, justement, les guerrières de la paix, sa raison d'être, c'est justement d'unir des femmes de toutes origines, et particulièrement des femmes juives et musulmanes, contre toutes les formes de racisme, dont l'antisémitisme et l'islamophobie. Donc, c'est un combat qu'on mène depuis toujours. Moi, je fais très attention à ne pas corréler de manière directe la situation au Proche-Orient et la flambée de l'islamophobie et de l'antisémitisme dans notre pays. Alors c'est indéniable, il y a une explosion depuis le 7 octobre, il y a une explosion, donc il faudrait être dans le déni pour ne pas dire qu'il y a un lien. En revanche, moi je l'analyse plus sur une forme de libération, d'autorisation, c'est-à-dire que d'un coup, cette guerre déchaîne les passions et il y a des choses sous-jacentes dans nos sociétés qui d'un coup trouvent le prétexte de cette guerre pour s'exprimer beaucoup plus fortement. Et peut-être une instrumentalisation, notamment de l'antisémitisme par certaines forces politiques dans votre pays. C'est-à-dire, par exemple, l'antisémitisme, le mouvement, je ne sais pas, on ne va pas aborder les questions politiques, mais tout de même le Rassemblement national, qui n'aime pas beaucoup l'islam et les musulmans, utilise beaucoup l'antisémitisme pour tout à fait. Instrumentalisme, ce qui est très grave aussi. Il y a des gens qui instrumentalisent la question de l'antisémitisme, et c'est le cas dans notre pays de l'extrême droite qui s'est inventé maintenant les nouveaux grands défenseurs des juifs, alors qu'on connaît quelles sont leurs positions historiques. Et puis il y a aussi les gens qui ne parlent que d'instrumentalisation de l'antisémitisme et qui oublient de dénoncer l'antisémitisme lui-même. Donc on est un peu pris en étau entre les deux, entre ceux qui vont parler d'instrumentalisation pour détourner le regard face à la réalité de l'antisémitisme, et ceux qui instrumentalisent les juifs et l'antisémitisme pour taper davantage sur les musulmans et pour nourrir l'islamophobie dans notre pays. Et c'est face à ça que nous, on affirme encore une fois la nécessité de nous unir, d'être clairs sur tous les fronts, de refuser d'être instrumentalisés les uns contre les autres, d'affirmer aussi que face à la menace fasciste, face à l'extrême droite, face à aussi une partie de l'extrême gauche dans notre pays, qui n'est pas toujours claire sur ces questions malheureusement, on doit encore une fois faire preuve de clarté, de solidarité, parce que encore une fois, abandonner la question de l'antisémitisme ou abandonner la question de l'islamophobie, c'est la promesse de renforcer l'un et l'autre. Alors que si on est ensemble, encore une fois, on sera beaucoup plus efficace politiquement. Donc voilà, mais je pense qu'il faut faire attention à bien séparer les deux. Je ne crois pas que si demain il y a un cessez-le-feu et la paix au Proche-Orient, j'aimerais bien, mais je ne crois pas qu'on réglera dans nos sociétés les questions d'antisémitisme et d'islamophobie, et qu'il faut aussi qu'on soit capable de regarder en face les propres fractures qui existent dans nos sociétés liées à notre histoire, etc. Et je veux rajouter que c'est tellement ancré que même des enfants très très jeunes, ils en sont conscients. Dans les écoles. Je vais vous raconter une anecdote d'enfants, d'amis qui ont leur enfant à l'école internationale de Genève. Il y a ce petit garçon juif. Mettez le micro près. Il y a ce petit garçon juif canadien qui est très copain avec un petit garçon libyen musulman.
et ils font des bêtises en classe et ils se font punir, ils doivent aller chez le directeur. Et en fait, il paraît qu'ils se sont dit, non mais moi, toi c'est sûrement parce que tu es juif, et l'autre a dit, bah, toi c'est sûrement parce que tu es musulman. Donc, même à cet âge-là, ils sont conscients que peut-être qu'ils vont être punis pour quelque chose à cause de leur religion. Rappelons que la LICRA Genève, dont la secrétaire générale est Carole Fumeau, fait un très très gros travail dans les écoles et va lancer notamment un programme qui lutte contre l'islamophobie et l'antisémitisme, un programme conjoint. Voilà. Bravo. Merci. Merci beaucoup à vous. Merci Anna Souline. Merci beaucoup, merci à vous. Merci Mira. Merci. À vous tous.